Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. L'incendie survenu dans la nuit de vendredi 31 mai 2019 dans la zone de fractionnement des essences de la Société nationale de raffinage Sonara s'est disputé la vedette avec l'actualité du week-end dernier. Également consacré au marché du MRC, descendu à Limbé. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie parle de 4 des 13 unités de production du process de raffinage parties en fumée. La chaîne de production est désormais en arrêt. C'est ce qui a fait dire à Jean-Paul Simon Ndjonou, directeur général de la Sonara, nous déclarons un cas de force majeure et la suspension provisoire de nos engagements en attendant l'évaluation définitive des dégâts. Nous vous informerons de la cessation de ce cas de force majeure en temps utile. J'ai cité là le directeur général de la Sonara. Pour le ministre en charge de l'énergie dans le gouvernement John Gouté, les travaux de réhabilitation devaient prendre environ 12 mois. Les activités de l'entreprise vont se poursuivre, a tenu à rassurer Gaston Elundou Mani, tout comme il a déclaré que les prix des produits pétroliers et du gaz domestique ne connaîtront pas de hausse. Incendie à la Sonara, quel impact? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Incendie à la Sonara, quel impact? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jean-Marie Onambélé. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous parlez ces derniers temps beaucoup plus de l'environnement, c'est bien cela? Oui, depuis exactement 3 mois, je suis avec quelques amis, il faut le dire, de l'Association nationale pour la protection et la défense de l'environnement dans un projet éditorial qui porte effectivement le nom de Action Environnement et Commune. Il faut dire qu'aujourd'hui, les questions environnementales sont les questions centrales dans la vie de tout le monde et de temps en temps, on ne met pas beaucoup de lumière sur ces questions, ce qui nous a donc mené à mettre sur pied un journal, un tabloïd qui traite essentiellement de ces questions. Tout à l'heure, peut-être on parlera de la Sonara. Oui, bien sûr, c'est pourquoi vous êtes là. Voilà, tout le monde part de la... Seulement de la partie économique, vous voyez autre chose. Effectivement, l'environnement qui a été dégradé et touché dans cet incendie. Voilà, c'est pourquoi je vous ai invité, Jean-Marie Onambélé. Bonsoir, Aaron Begeni Abeg. Bonsoir, cher Serge Alain Autour. Plaisir avec grande joie de retrouver ce célèbre plateau. Je dis bonsoir aux fidèles téléspectateurs de cette émission et aux copanélistes. Voilà, bienvenue une fois de plus. Bonsoir, Gilbert Le Bon d'Achoua. Bonsoir Serge Alain. Oui. Et bonsoir à vous. Bienvenue à Douala. Hein? Merci Serge. Oui. Et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être sur votre plateau. Voilà. Il est également là sur ce plateau, ça faisait un bon bout. André Luther-Meka. Bonsoir André. Bonsoir bonsoir. Une belle tenue africaine. Hein? Ah, c'est ça aussi la beauté de l'Afrique. Oui. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs, très très nombreux de Equinox Télévision. C'est un plaisir de participer toujours au débat national et d'édifier les milliers de téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent chaque fois. Voilà. Je commence avec vous, André Luther. Je vais rester, vous êtes un spécialiste de la communication. On a vu, l'incendie s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. On a eu cette descente du ministre de l'Énergie et de l'Eau. Il y a eu ensuite cette réunion de crise autour du Premier ministre John Gouté. Il y a eu également ce point de presse animé par 3 ministres. Il y a le ministre de la Communication, le ministre du Commerce et le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Pour vous, est-ce que le gouvernement a bien communiqué, je ne vais pas taxer, communiquer pour rassurer les populations? Oui, c'est évident que lorsqu'une société de raffinage d'hydrocarbures brûle, effectivement cela devrait inquiéter autant les Camerounais, autant le gouvernement. Et je crois que le gouvernement s'est mobilisé pour pouvoir communiquer et rassurer les Camerounais par rapport à l'impact et certainement aussi par rapport à ce qui s'est passé. Et vous avez vu le communiqué du ministre qui portait effectivement à rassurer
les populations camerounaises sur le ravitaillement à l'hydrocarbure des Camerounais. Donc, je n'ai pas été inquiété du fait qu'effectivement, comme vous pouvez le constater, il y a eu cet incendie. Du moins sur le plan infrastructurel, on peut dire qu'il y a eu un impact. Mais sur le plan de l'approvisionnement, de l'alimentation des Camerounais, comme vous avez pu le constater dans toutes les communications qui ont été faites, il n'y a pas à s'inquiéter et certainement que nous reviendrons là-dessus. Voilà. Angèle-Belle Bondachoua, sur cette communication, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en besogne qu'un membre du gouvernement parle des causes alors que le principe voudrait que des commissions d'enquête puissent se mettre en place afin d'évaluer les dégâts? Alors, je pense qu'on est un tout petit peu habitué à la pose de la charrue avant les bœufs. Moi, j'ai lu encore ce matin l'évaluation qui a été faite sur ce qu'on peut appeler une véritable catastrophe. Je pense qu'on n'informe pas suffisamment les Camerounais sur ce qui s'est passé ce week-end. Oui. Ce qui s'est passé a été une réelle catastrophe. Mais il faut expliquer aux Camerounais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Monsieur Meka le sait mieux que moi, parce qu'ils font partie aujourd'hui d'un gouvernement qui ne sait pas anticiper. Monsieur Meka, savez-vous qu'à la Sonara aujourd'hui, la Sonara fonctionne sans groupe électrogène depuis 1 an. Et c'est pas... Sans groupe électrogène? Sans groupe électrogène depuis 1 an. C'est la seule raffinerie au monde qui fonctionne sans groupe électrogène. Vous pouvez aller vérifier cette information. La Sonara avait jusqu'à il y a plusieurs années 3 groupes électrogènes qui fonctionnaient. Et on ne sait trop pourquoi aujourd'hui ces 3 groupes électrogènes sont abandonnés. Ça s'appelle de la gestion irresponsable. Pour qui connaît des mesures à prendre dans une raffinerie. Mais M. Meka, comment pouvez-vous comprendre que une infrastructure aussi importante dans le dispositif industriel du Cameroun, un véritable fleuron créé à l'époque, même si politiquement, j'ai jamais eu beaucoup d'amitié pour lui, par le président Feu Amadou Ahidjo, créé en 1973. Parce que lui, au moins, on peut lui faire tout le reproche, mais au moins, on reconnaît quand même aujourd'hui que c'était un grand bâtisseur. Comment peut-on installer une unité de production comme celle-là à Limbé sans que dans la même ville qu'il y ait une unité d'élite de sapeurs-pompiers? Monsieur Meka, savez-vous que des sapeurs-pompiers sont partis de Douala? Unité d'élite, comment? Il y a quand même des sapeurs. Une unité d'élite. Peut-être l'ampleur des dégâts fait que les secours viennent de Douala. Dans le corps des sapeurs-pompiers, il y a des unités d'élite. Oui. Notamment celle qui est intervenue à la Sonara, à Limbé. Oui. C'est l'unité d'élite de l'aéroport de Douala. Oui. Comment ne peut-on pas anticiper et créer une unité d'élite à Limbé? Oui. Monsieur Meka, le contribuable camerounais vient de mettre 200 milliards de francs CFA dans la phase 1 d'extension de cette raffinerie. Est-ce responsable qu'autant d'argent ait été englouti, parti en fumée, de par l'irresponsabilité de nos gouvernants aujourd'hui, qui ne savent pas anticiper? Et je crois que ça ne vous surprend pas. Ok. Aaron Begeni, sur cette pensée, vous êtes d'avis aussi que le gouvernement n'a pas suffisamment communiqué pour rassurer les populations? Et Angèle-Belle Lebon parle de ces petits manquements-là. Il n'y a pas de groupe électrogène. C'est quand même, pour une entreprise comme celle-là, la Sonara, parle aussi d'absence d'une unité d'élite des sapeurs-pompiers. Cela est surprenant, mais tout d'abord, il faut dire que il était opportun que le gouvernement réagisse à temps. Oui. Seulement, nous regrettons un semblant d'absence de synchronisation. Pourquoi ça? Il paraît qu'il y a des écarts entre qui, le ministre du Commerce, la précision de l'heure à laquelle est survenue. Mais toujours. Donc vous avez un problème avec l'heure? Non, pas du tout. Mais le ministre de tutelle devait normalement recevoir de l'eau et de l'énergie des informations du directeur général, la Sonara, qui devait ensuite les communiquer au porte-parole du gouvernement pour qu'il n'y ait pas comme plusieurs sources qui informent différemment. Et toutefois,
on retient que le gouvernement a réagi à temps. Même si on peut dire que des informations supplémentaires pourraient être données à l'issue des enquêtes. Pour ma part, que le groupe électrogène ne fonctionne pas, c'est un problème de gestion, de management. Mais pour l'instant, ce dont on parle, c'est l'incident qui est survenu. Et si c'est quand même bizarre. Si on s'en tient à ce que Engelbert dit, 3 ans, non, c'est regrettable. Le directeur Jean-Paul Simon Dionou est là, ça fait moins d'1 an. Oui, c'est regrettable. Ça veut dire que c'est... Même l'ancien n'a pas pensé au groupe électrogène. Il semble que le groupe était là, mais il n'est pas seulement en état de fonctionnement. Ce qui me surprendrait, parce que avec les coupures d'énergie, je ne sais pas qu'est-ce qui relayait les coupures d'énergie. Donc, comme je n'ai pas creusé, je n'ai pas cherché des informations. Vous pouvez nous dire avec les coupures, comment ça se passait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'enquête qui va être ouverte, évidemment, on cherchera à savoir si c'est une défaillance humaine, parce que ça peut aussi arriver. Ça peut être une défaillance humaine. Oui. Alors, il faut le ministre parle d'une défaillance accidentelle. Hein? Non, je veux dire, voilà. Bon. Accidentelle, il faut mettre plusieurs choses. Oui. Il peut avoir une défaillance humaine. Il peut avoir une défaillance technique. Il peut avoir une main criminelle. D'accord? Dans tous les cas, l'enquête nous déterminera quelle est la cause de cet incident. Justement. Par contre, sur la défaillance technique, je ne suis pas un spécialiste de raffinerie, mais pour le peu de monde avec qui j'ai discuté, travaillant dans cette raffinerie-là, il est possible, à partir du moment où le groupe électrogène est défaillant, que le fait de rallumer les équipements à chaque fois, et je vous dis ce jour, on a connu à peu près 5 coupures dans la ville de Limbé. D'accord? Donc les spécialistes vous disent que chaque fois que la raffinerie s'arrête, qu'il faille la redémarrer. Si on la démarre plusieurs fois dans un temps réduit, il est possible qu'on ait une explosion. Donc, que le groupe électrogène ne marche pas, c'est très grave. Je vous le concède. C'est pourquoi je dis, vraiment, je suis obligé de toucher à ça. Moi, je suis un ancien cheminot. Oui. Quand il y a déraillement, comme il y a eu explosion, des équipes techniques vont sur le site. Tout à fait. Pour voir si c'est une défaillance humaine, si c'est un dysfonctionnement des appareils, etc. Mais si c'est un problème de mauvaise gestion, c'est-à-dire on n'a pas pu mettre les groupes électrogènes pour assurer la relève ou le relais quand il y a coupure d'énergie, c'est une faute très grave. À l'époque, vous passez au conseil de discipline. Non, on ne va pas dire que c'est ça. Hein. Non, ce n'est pas. Mais c'est très. On attend les enquêtes. Jean-Marie Onambélé sur cette sortie du gouvernement par rapport à l'incendie de la Sonara dans la nuit de vendredi à samedi. Moi, je constate déjà qu'on a déjà les résultats de l'enquête sur ce plateau parce que je pensais qu'on attendait quand même un certain bout de temps pour avoir ces résultats d'enquête. Mais quand même apporter une petite précision déjà avec ma petite casquette de journaliste pour dire qu'on n'a pas besoin d'unité d'élite à Limbé de sapeurs-pompiers. Parce que peut-être il faut le dire, les 13 cuves dont 4 ont été touchés appartiennent certes à la Sonara, mais sont gérés de vous dites qu'on n'a pas besoin, mais on a eu besoin de recourir. Laissez-moi finir. Oui. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les Fire Emergency Unit qui existent déjà là-bas pour beaucoup de multinationales qui travaillent avec la Sonara. Et il faut dire qu'on a eu de la chance cette fois-ci parce que si cette unité-là n'était pas là sur place, on n'aurait pas pu maîtriser le feu. Ce qui est sûr, c'est qu'à n'importe quel moment, quand ils voient l'ampleur, ils peuvent demander des renforts de gauche à droite. Vraiment demander, et on connaît tous, chacun de nous, un ou deux frères qui travaillent dans ces questions de sécurité-là. Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses en termes, je l'ai dit, à la Sonara, mais en termes de sécurité, quand même, depuis un certain nombre d'années, ils font des efforts. J'ai dit bien en termes de sécurité
seulement, parce que c'est même pas seulement eux qui sont acteurs dans ce pan de la sécurité. Vous avez toutes les multinationales qui gravitent autour de cette Sonara-là, qui n'aimeraient pas voir le genre d'explosion qu'on a vu ce week-end. Donc maintenant, on peut, ça c'est vrai, accuser plus ou moins ce manque de groupes électrogènes. Je me pose encore la question pendant 3 ans, la même question que M. Beguené a posée tout à l'heure. Pendant 3 ans, comment ils ont pu tenir alors qu'il n'y avait pas de groupe électrogène? Ça, peut-être il faut aller sur le terrain, parce que malheureusement, depuis, nous on veut faire une enquête dessus, sur la question environnementale, peut-être qu'on reviendra là-dessus, mais il n'y a pas moyen d'avoir accès à l'IMB, ce qui fait qu'on est tous là, on peut tous se pérorer, on peut tous être en train d'épiloguer, mais il y a un expert qui nous a dit, pour mieux toucher la chose, il faut être sur place, parce que vu les photos, si on s'en tient qu'à ça, on a l'impression que toute la Sonara a brûlé. Moi-même, j'ai eu l'impression, en voyant les photos, ce soir-là, que toute la Sonara brûlait. Pourtant, ce n'est que 4 sur 13. Bon, c'est pas minime. C'est pas minime, c'est déjà quand même assez 4 assez sur grand. 13. Angèle, vous n'êtes pas d'accord? Non. Je pense que... Le ministre de l'Énergie et l'eau parle de 4 sur 13. Il y a tout un mélange. Et je ne sais pas pourquoi on ne veut pas dire la vérité aux Camerounais. Vous pouvez appeler qui vous voulez qui travaille à la Sonara. C'est l'unité centrale productrice qui est endommagée. Et pour faire une précision, jusqu'à l'heure où j'entrais dans ce studio, le feu continuait à la Sonara. Donc quand on me dit que la situation est maîtrisée, je dis c'est soit on veut faire de la mauvaise foi, ou alors on voudrait défendre ce qu'on ne pourrait pas maîtriser. J'ai dit jusqu'à l'heure où j'entrais dans ce studio, il continue à avoir le feu à la Sonara. La Sonara est aujourd'hui, si vous lisez de manière technique le courrier que le directeur général de la Sonara a envoyé à ses partenaires, c'est une annonce d'arrêt de production. Et ne soyez pas surpris dans les jours qui arrivent que le personnel de la Sonara soit mis en chômage technique. En congé technique. Voilà. La Sonara, dans quelques jours, va exactement fonctionner comme un dépôt, pas plus que ça. C'est-à-dire que importer du carburant, le transport le ministre mais oui, bien sûr. 80% des produits sont parce que la Sonara sort de 8 mois d'arrêt. C'est une évidence, monsieur Ndiakia. La Sonara sort de 8 mois. Mais écoutez bien. La Sonara sort de 8 mois d'arrêt. D'accord? Et comme vous dites que c'est une évidence, oui, il est évident qu'il faut continuer à approvisionner le marché local. D'accord? Mais savez-vous ce que ça nous coûte d'acheter du carburant à l'extérieur? Malgré la Sonara, ça se fait savez-vous déjà ce aussi. que ça nous coûte? Mais c'est le Cameroun qui perd de l'argent. Mais malgré la Sonara, avant l'incident, ça se passait déjà. Mais c'est couvert par les subventions. C'est couvert par les subventions de l'État et ça nous coûte excessivement cher aux contribuables. Oui. Ok. C'est de ça qu'il est question. Luther Beka, je veux qu'on s'appesantisse un peu sur la sortie du directeur général Jean-Paul Simon Dionou. Il dit « Nous déclarons un cas de force majeure et la suspension provisoire de nos engagements. » Et comme a dit Angèle Père, pour le ministre de l'eau et de l'énergie, on va continuer malgré tout ça. Disons que Comment comprendre ça? Le directeur général, lui, semble... Disons que je comprends d'abord l'acrimonie politique du MRC qui fait la surenchère politique, parce qu'il est important de signaler effectivement que l'incendie a eu lieu par un cas de force majeure. Oui. Et je comprends très bien qu'il n'a pas fait les humanités, parce que quand on dit un cas de force majeure, ça dit des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des accidents. Dans toute société, il y a des risques d'accident. Et je comprends très bien le fait que lorsqu'il y a un accident, qu'on puisse chercher des causes et qu'on puisse les cibler sur les causes politiques. Moi, je suis dérangé chaque fois de parler des causes politiques. Il y a eu des problèmes à la Sonara. Le directeur général l'a signalé à Eneo à chaque fois par rapport au problème des générateurs et par rapport à l'alimentation, c'est connu. Et il y a eu, n'est-ce pas, l'incendie. Et cet incendie n'impacte en rien l'approvisionnement, n'est-ce pas, d'hydrocarbures au Cameroun, c'est connu. Ce que nous consommons au Cameroun est importé, c'est connu aussi. Et il y a des réserves qui peuvent alimenter les Camerounais à près de 3 mois, à 65 000 m3 d'hydrocarbures. Parce qu'il faut le savoir, c'est la SCDP qui, n'est-ce pas, s'occupe des dépôts pétroliers et qui allie la distribution. Donc,
incendie ou pas incendie, effectivement, on était dans le système d'alimentation à partir de l'extérieur. Donc, moi, je suis un peu gêné lorsque le PDG, le DG, parle de cessation d'arrêt de travail. Mais je sais... D'activité. Mais moi, je sais, contrairement à ce que M. Angel Ben-Dachua-Lebon dit, qu'il y a eu une réunion technique de crise entre le Premier ministre, le PCA et le DG, qui ont certainement trouvé des solutions à ce qui se passe. Ce qui me gêne, et qui me gêne toujours, c'est de faire la surenchère politique lorsqu'il y a un événement. Je comprends, c'est de bonne guerre que de transformer un accident en événement politique, en faire la surenchère politique. Mais je peux vous dire, comme l'a dit le ministre, il n'y a pas un impact aussi dangereux pour les Camerounais parce que nous fonctionnons sur le système d'importation. Il parlait de 80% de nos produits. Et il y a des stocks 80%. Au niveau de la SCDP. Je parle de 65 000 mètres cubes d'hydrocarbures qui peuvent alimenter les Camerounais pendant près, n'est-ce pas, de 3 mois. Donc je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas où... Mais en même temps, le ministre dit que les travaux de réhabilitation vont durer 12 mois. Hein. Les travaux de réhabilitation vont durer 12 mois. Mais je voudrais même d'abord rassurer les Camerounais. La plateforme qui s'occupe, n'est-ce pas, des hydrocarbures est en pleine mer. Hein. C'est en pleine mer à Limbé. Donc les Camerounais pensent que c'est la Sonara qui a brûlé avec ses usines, Ce n'est pas ça. La plateforme se trouve en pleine mer. Donc il est important d'édifier les Camerounais pour ne pas... C'est pourquoi vous êtes là. Mais c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi on en parle ce soir. Je suis contre la crimonie politique et la surenchère politique que M. Lebon Dachua fait pour amener les Camerounais. Il n'en est pas le cas. Il y a eu des dommages et ces dommages seront réhabilités par l'assurance parce que, comme vous le savez, la Sonara est assurée. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Est-ce qu'on ne devrait donc pas attendre, André Luther Mekan, qu'une commission d'enquête technique soit mise sur pied pour parler d'assurance? Non, ce que je veux dire, on ne va pas attendre l'assurance pour faire des réunions, pour explorer des pistes. Parce que dans la gestion, il y a ce qu'on appelle les décisions programmatiques et les décisions occasionnelles. Oui. Les décisions occasionnelles s'imposent effectivement en cas de force majeure. Et à ce moment-là, il faut prendre des décisions pour, n'est-ce pas, préserver un certain nombre de risques. Ok. Voilà. Non, on ne va pas monopoliser le débat. Permettez juste le bon de réagir. Je vais vous passer la parole. Ne vous inquiétez pas. Je me rends compte, et je vais rassurer mon frère Meka, que je ne suis pas venu ici discuter politique. Je pense qu'il y a des centaines de Camerounais qui nous regardent, qui sont employés de la Sonara, dont les lendemains sont incertains. On a une ville, Limbé, qui vivait déjà à l'époque en grande partie grâce à la CDC. La CDC aujourd'hui est complètement fermée du fait d'une crise que vous n'avez pas su gérer depuis 3 ans. Et aujourd'hui à ça vient se rajouter la Sonara. Ça veut dire que Limbé demain va ressembler à une ville morte. C'est ce qu'il faut savoir. 2, j'aurais aimé que ce soit votre ministre qui soit ici, parce que je suis certain, parce que j'ai lu son communiqué, c'était déjà édifiant, mais pas suffisant. Vous ne pouvez pas dire, sur un plateau de télévision, M. Meka, que le pétrole que nous consommons au Cameroun est importé. Non. La Sonara a été, c'est une raffinerie, malheureusement aujourd'hui, qui ne peut raffiner que du pétrole léger. D'où l'extension que nous avons faite depuis 1 an aujourd'hui. Le Cameroun, monsieur, mais c'est notre argent. J'ai dit nous le Cameroun, s'il vous plaît. Nous le Cameroun. Oui, je suis d'accord, mais il y a quelqu'un qui représente. Évitons de parler politique parce que je pourrais peut-être être. Allez dans votre logique. Le président Biya, dans ses états de plan de réalisation, a fait les extensions de la Sonara à 350 milliards, qui est en très bonne voie. Dites-le. Non seulement vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous n'avez même pas les bons chiffres. Je vais vous donner les bons chiffres tout à l'heure. Allez-y. Alors, ce que je disais, c'est que la raffinerie aujourd'hui, telle qu'elle est structurée, d'accord, ne peut pas raffiner du pétrole lourd. C'est connu. Alors, donc c'est le pétrole lourd que nous allons acheter sur le marché international, notamment avec 2 grands partenaires qui sont la Guinée équatoriale et le Nigeria, que nous raffinons. Mais comprenez bien que à partir du moment où la raffinerie n'est plus opérationnelle,
nous sommes obligés d'aller acheter des produits finis. Ça a un coût. C'est ce que je vous explique. Et la Sonara ne pas acheter des produits finis que en période de ce qu'on appelle là-bas chez eux des arrêts. Des arrêts, c'est une fois l'année sur 1 mois ou 2 mois pour nettoyer les cuves et un ensemble de choses. Et ils ont un arrêt depuis 8 mois dû à l'extension des installations. C'est pourquoi depuis 8 mois, nous avons été obligés d'aller sur le marché international acheter des produits finis qui sont aujourd'hui subventionnés par l'État du Cameroun pour que vous ayez à la pompe les prix que vous avez. C'est connu. Non, c'est pas connu, c'est pas la même chose que vous disiez tout à l'heure. Je veux que ce soit clair. Et maintenant, sur les chiffres que vous avancez 350 milliards. Monsieur Meka, l'extension de la Sonara, c'est en 2 phases. Les 2 phases, c'est 500 milliards. Là, on a la fin de la première phase qui n'a coûté que 200 milliards et non 350 milliards. Voilà, c'était pour correction à ce que vous avez dit. Non, ça Voilà, dépend. merci. Jean-Marie Onambélé, d'abord. Bon, moi, bon, en tout cas, en même temps, en tant que journaliste, on a là l'exemple du clivage, même au Cameroun actuellement, où nous, spectateurs, parfois, on est plus ou moins embêtés. Mais pour revenir quand même sur les faits, il faut dire une chose. Malgré ce que M. Meka a dit tout à l'heure, on a relevé l'absence du groupe électrogène. La Sonara, quand même, il faut le dire, est une curiosité mondiale. Là, il faut le dire. Parce que la plupart des raffineries dans le monde ont quand même leur propre méthode pour pouvoir avoir de l'énergie propre à eux. Parce qu'on parle là d'hydrocarbures. On parle d'hydrocarbures. Moi, ça a toujours été un grand étonnement qu'on me dise que la Sonara va chercher l'énergie vers Eneo. À un moment, je disais même à quelqu'un que c'est plutôt Eneo même qui devrait prendre une partie de l'énergie à la Sonara. Maintenant, peut-être que les politiques, ils vont analyser ça d'une autre manière, mais je pense que tous les experts sont d'accord aujourd'hui que même avec l'extension, la Sonara pourra même aider la région du Sud-Ouest si on met là-bas sur pied un projet pour pouvoir effectivement avoir de l'énergie pour ne plus dépendre des groupes électrogènes, ne plus dépendre de Eneo. Parce que là aussi, ça peut-être on va parler de l'impact tout à l'heure, ça a des coûts en termes de finances. Si moi je peux produire ma propre énergie et pouvoir l'utiliser moi-même et même la revendre, ça fait une plus-value pour ma structure. Je pense que vivement, ceux des experts que nous suivent, qu'ils se penchent là-dessus, ça fait déjà une dizaine d'années que certains experts que je connais ont même déposé des projets au niveau de la Sonara. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte. Mais ça n'explique en rien tout, je voulais dire, tout ce qu'on a bien envie de mettre autour de la Sonara, parce qu'il faut le dire, c'est un fleuron du Cameroun, ça reste quand même une entreprise très forte. Oui, rapidement, vous voulez intervenir avant qu'on passe à autre chose? Je voulais seulement dire que je suis d'avis qu'il y ait ces échanges, mais lorsque la fierté du Cameroun est mise en jeu, les populations que nous semblons souvent mettre de côté lorsque nous faisons nos débats de partis politiques, que j'appelle aujourd'hui, hier c'était les compagnies d'Inde qui allaient chercher des richesses pour faire les puissants de pays. Aujourd'hui, les partis politiques se comportent comme ces compagnies pour enrichir l'élite politique, oubliant le peuple. Donc il faut faire l'effort de sortir des débats héristiques, c'est-à-dire qui entretiennent la discorde, les dissensions, lorsque l'intérêt général est questionné. Ici, on sait l'impact économique de la Sonara sur l'économie camerounaise. Donc, je dis, le gouvernement, même si l'information n'était pas complète, a bien fait d'essayer d'apaiser les inquiétudes. Oui. Quitte à ce que, après des enquêtes, on ressorte, pas des enquêtes policières, des techniciens qui vont savoir que la faute, par exemple, on parlait de force majeure, il n'y a pas force majeure quand la faute est commise par soi. La force majeure, c'est une menace extérieure. Donc vous êtes convaincu que... Non, je ne dis pas. Si on établit, et lorsque nous allons comme ça dans les débats... Non, parce que là, vous semblez condamner la sortie... Vous semblez condamner la sortie du directeur général qui parle de force majeure. Non, je ne condamne pas. Je ne condamne pas. Il faut bien expliquer le force majeure. Il faut faire attention
s'il est établi que la Sonara, c'est à cause de l'absence du fonctionnement du groupe électrogène, le réallumage qui ne respecte pas les conditions techniques, les assureurs vont dire, et vous savez que c'est un groupe d'assureurs. Il y a les assureurs de premier ordre, il y a les réassureurs. C'est tout un groupe qui est derrière. Parce que assurer la Sonara, ce n'est pas une chose facile. Je suis d'accord que quand il y a un débat sur les problèmes économiques qui ont un impact national, même qui touche le peuple que nous ignorons, parce que, je vous ai déjà dit, le parti politique n'est pas en quête du pouvoir pour le pouvoir. Il recherche le pouvoir pourquoi ? Pour le peuple. Pour satisfaire les attentes du peuple. Mais on s'arrête toujours, le parti politique fait la conquête du pouvoir. Non. Je dirais donc, il faut voir les problèmes de torchage. On torche souvent certains produits, cette énergie, on peut la transformer en énergie électrique. C'est depuis très longtemps qu'on perd ces déchets qui pouvaient être recyclés pour être une source d'énergie. Vraiment, essayons d'arrondir les angles. Ok. André Luther Mequin, justement, la première sortie, le ministre de la Communication, le 1er juin, il parle, s'agissant des causes, il dit les premiers éléments d'information dont nous disposons à ce stade convergent vers l'hypothèse d'une cause accidentelle. On a décidé d'expliquer accidentelle. Des causes accidentelles? Oui. Expliquez aux milliers de personnes qui nous regardent. Quand on parle des causes accidentelles, c'est des cas de force majeure, c'est-à-dire ce n'est pas prémédité. Voilà. Et cela ne vient pas, n'est-ce pas, des individus. Donc là, le ministre de la Communication et le DG sont sur la même longueur d'onde. Tout à fait, ce sont des dysfonctionnements qui peuvent créer un cas de force majeure, un accident. L'accident, ce n'est pas programmé. L'accident est une force extérieure qui s'impose à vous et qui crée une situation de risque. Et je crois que c'est dans ce sens-là. Bon, je suis d'accord avec vous, sauf que, cas de force majeure, ça vient si le tonnerre provoque, c'est un cas de force majeure. Mais si c'est du fait d'une négligence que les groupes électrogènes ne fonctionnent pas, alors qu'on sait que leur fonctionnement prévient tel incident, on ne peut pas assimiler un cas de force. Mais le véritable problème... Et ça a même créé... Non, le véritable problème, c'est des hypothèses. Oui. C'est des spéculations. Parce qu'effectivement, lorsqu'on peut faire le réallumage ou alimenter l'énergie, cela peut créer un problème. Et ce n'est pas un problème qu'on peut maîtriser. C'est un problème qui peut s'imposer à nous. On ne peut pas vouloir dire que ce n'est pas un accident, que ça a été prémédité. C'est ça le problème. Si le réallumage n'est pas fait comme cela est prévu, il y a des procédures opérationnelles. Exactement. Quand vous sortez de ce cadre-là, vous endossez la responsabilité. Okay. Bon, ça veut dire que s'il y a coupure de courant et que vous avez un problème, ce n'est pas un accident. La coupure de courant... Mais ne faites pas la philosophie. Je ne fais pas de philosophie. C'est la philosophie que vous faites. Vous parlez d'allumage. Il y a l'impact direct et l'impact indirect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a coupure... Mon ami, nous avons dit qu'il y a des assurances. Les assurances viennent, prouvent que vous avez pris les dispositions pour telle chose. Il y a les extincteurs, il y a ceci, il y a cela. Il y a que... Pour prévoir des pannes d'électricité, il y a les groupes de relais. Mais s'il faut utiliser des allumages, un système d'allumage impropre, inapproprié, vous assumez. Je suis donc en train de vous dire que vous êtes dans les spéculations. Je vous prends donc un exemple. Oui, je voulais exclure les fautes personnelles au cas de force majeure. Qui vous dit que c'est une faute personnelle? Pourquoi vous voulez insister sur la... Qui vous dit que c'est une faute personnelle? Ça peut être un dysfonctionnement de la machine. Ça peut être les problèmes d'absence de groupe électrogène. Quand il n'y a pas d'électricité, on ne veut pas arrêter la procédure, la production, on utilise des moyens de bord. Ça peut être un problème de chauffage. Je vous prends un exemple. Sanitaire qui a la parole. Je vous en prie. Sanitaire qui a la parole. Je voulais qu'on s'entende sur la notion de force majeure. Voilà, c'est pourquoi j'ai posé là. Un cas de force majeure. C'est une menace extérieure. Je voudrais donc qu'on soit d'accord que effectivement il y a coupure de courant général, votre maison se brûle et
l'assurance ne doit pas s'en occuper. Ce n'est pas ce que c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est ce que vous voulez dire. Nous voulons dire ce que je ne veux pas. Un incident peut être dû à une erreur humaine au niveau de l'opérationnalisation. On a sauté telle étape, on n'a pas pris telle précaution. Moi, je posais les questions. Si c'était un problème électrique, une décharge électrique, les fusibles, il y en a. Les coupes de ce... Donc, mon frère, je dis simplement que je me suis frotté régulièrement aux incidents. Oui. Quand le train déraille, vous savez que si c'est dans le cœur de l'aiguille, il y a telle chose. Si c'est à partir de la lame, mais en pleine voie, c'est un cas de force. Un baobab est tombé sur la voie. Parlons un peu des écarts 2016. Oui. Là, c'était quoi? Il n'y a pas force majeure. Okay. Quand on compose mal la rame, on attelle des wagons, le train tire, alors que la puissance ne tient pas. Donc, il n'y a pas force majeure. Ok, Jean-Marie, on a je tente de dire que la communication, effectivement, faite par le gouvernement, ce point-là, a même porté à confusion, parce que certaines personnes sont allées très loin, non, les jours même, les quelques heures après, certaines personnes sont allées très loin, jusqu'à voir dans force majeure, force extérieure, peut-être une menace on y arrive. Qui était juste là. Oui. Et je pense que c'est là où parfois les mots à utiliser dans la subtilité de vouloir déjà se dédouaner ou alors de porter une responsabilité de gauche à droite peuvent faire en sorte que d'autres interprétations entrent en jeu. Et c'est ça, effectivement, qui a voulu. Moi, je me retrouve avec certaines personnes qui parlent très bien le français, qui ont défini ce que c'était que le cas de force majeure et qui ont vu force extérieure. Et effectivement, qui dit force extérieure aujourd'hui au Cameroun peut voir les sécessionnistes entre guillemets. Voilà, justement, le ministre Sadi ajoute, j'insiste sur ce diagnostic, c'est-à-dire ce que je vous ai lu avant, qui procède d'une appréciation sérieuse de nos services compétents pour démentir sans ambages les revendications intempestives des sécessionnistes que l'on entend depuis quelques jours et qui s'apparentent davantage à de la mystification ou à une espèce de propagande de mauvaise alloi. Angèle Belbonda. Ça veut dire qu'à un moment, l'idée de l'attentat a prospéré. Oui, après tout ce qui s'est passé dans la nuit. Ce qu'on appelle la main criminelle, j'y crois pas. Oui. J'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Mais il n'est pas exclu qu'on enquête également de ce côté-là. Mais moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'autour de cette histoire, il y a beaucoup de gens qui jouent avec la vie de l'économie camerounaise et la vie des populations. J'ai lu sur les réseaux sociaux un ministre de la République que je ne vais pas qualifier ici prêter même des intentions au MRC. C'est-à-dire que d'être complice de... Et je vous assure, je sais pas, si je n'étais pas poli, j'aurais dit, mais voilà des ministres irresponsables. C'est pas sérieux. Je pense que l'aîné tout à l'heure a dit, pour qui ne sait pas, la Sonara est au cœur du dispositif industriel du Cameroun. La Sonara est au cœur des recettes de l'État aujourd'hui. Ah oui. Alors que les gens traitent ce sujet-là avec autant de légèreté, je suis choqué. La Sonara, depuis sa création en 1973 et sa constitution en 1976, c'est des milliers de milliards que le contribuable camerounais a investi dans ce fleuron de notre industrie, qui sont partis en fumée aujourd'hui. Je pense qu'il faut regarder ce problème, mais pas avec des enquêtes administratives. Ça ne donnera rien. Et je le ressens tout de suite. Il faut des experts techniques. Je le ressens tout de suite avec les réactions de M. Meka. Vous savez, quand on veut gérer un problème comme celui-là, il faut qu'on retrouve le niveau de responsabilité. Simplement pour que demain, cela n'arrive plus. Il faut qu'on tire des leçons. C'est pas politique. C'est pas de la politique. C'est de l'économie. C'est de l'enjeu de la survie même de l'économie camerounaise. Donc, il n'y a pas de politique. On ne peut pas nous dire dans un communiqué que, bon, il n'y a pas de main criminelle, mais tout porte à croire que... Mais sans dire
qu'est-ce qui a été à l'origine de l'incident? Quand on veut être sérieux, on va jusqu'au bout. Le ministre devrait aujourd'hui aller jusqu'au bout. Mais pour des installations aussi techniques que celle-là, on ne peut pas, sur 48 heures, déterminer ce qui a été la cause de cet incident. Soyons sérieux. Donc arrêtons de ne pas pouvoir, si demain il est établi qu'il y ait des gens qui ont des responsabilités dans cette histoire, que ces gens-là puissent assumer. Okay. Non. Pour Angelbert, on est allé un peu trop vite. Le politique allait un peu trop vite en besogne. Mais Angelbert fait des discours, des phrases. L'État camerounais devait donner des explications à son peuple. L'État camerounais devait donner ne serait-ce que les tendances pour prendre leur expression prima facie. Donc il était important que effectivement que l'État camerounais puisse dire quelque chose, du moins donner les tendances. Et je ne crois pas que ce soit péremptoire, puisqu'ils sont en train de dire qu'il y a une enquête qui viendra, n'est-ce pas, éclairer les Camerounais. Mais ce communiqué a des antécédents. Il y a un vécu à la Sonara. Et c'est à travers ce vécu, à travers les confidences du DG, par rapport aux échanges qu'il y a eu entre Eneo et le DG, qu'effectivement le ministre est en bon droit de dire que c'est une voie accidentelle. Puisque lui-même, quand il parle d'économie, ce n'est pas un problème d'économie, c'est un problème de gestion des risques. Lui-même, il parle, n'est-ce pas, d'un problème il parlait de groupe électrogène. Il parlait ce sont des mesures conservatoires qu'il était en train, n'est-ce pas, de proposer. Et je dis donc, quand il dit qu'on est allé vite en besoin, je dis non. L'État camerounais était dans son droit de rassurer les Camerounais et de dire quelles sont les premières conclusions par rapport à ce qui s'est passé. Ce que je ne veux pas, que ce soit dit, parce que sur les 13 unités, il y a 4 qui sont brûlées. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux Camerounais que tout est gâté. Que tout est gâté. C'est très grave. Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus d'hydrocarbures. Et que c'est très grave. C'est ce ton-là de sinistrose qui me gêne dans le MRC. Le fait de toujours prendre des pécadilles et en faire des bourdes. Wow. C'est ça qui, tout comme qui les me gêne. 1850 morts, les 1850 morts du nord-ouest et du sud-ouest, c'est rien quoi. Ça qui me Vous gêne. appelez ça pécadille? Ce que je veux dire Vous appelez ça pécadille? Ce que je veux dire, mais c'est une faute. On est habitué à ça. Non, ce que je veux dire c'est quoi? C'est qu'il est important. Vous ne comprenez même pas les enjeux. Il est important de dire aux Camerounais qu'il y a eu des dommages et que ces dommages, on l'a dit, seront reconstruits en un an et qu'il y a des réserves à la SCDP qui vont alimenter les Camerounais. Ce qui est important de dire, c'est que les hydrocarbures que nous consommons ne viennent pas de la Sonara, c'est toujours, n'est-ce pas, importé du Nigeria et de la Guinée équatoriale. Et que ce qui a été fait, les assurances ont donné leur assurance que ce sera reconstruit. C'est ce discours-là, républicain et vrai, que nous devons donner aux Camerounais. Et donc, on dit c'est trop grave. Il n'y aura plus de pétrole, il y a cessation d'arrêt. Le régime de Paul Biya. Non, ce n'est pas ça. Il y a eu un accident et je crois que la situation a été maîtrisée. Mais vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes même pas conscient. André Luther, permettez. André Luther, vous, 4 unités, vous négligez ça sur les 13? Ce n'est pas négligeable. Oui. Ce n'est pas négligeable, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la société qui a volé en éclats. Ok. La plateforme d'hydrocarbures, je l'ai dit, est dans l'océan à Limbé. Ce n'est pas toute la Sonara qui est à terre. Il ne faudrait pas qu'on fasse ce discours. Voilà, s'il vous plaît, rien n'est négligeable. Je vais agir point par point. Nous avons dit de plus en plus, on évite les débats qui nous maintiennent dans une opposition inféconde. Il était normal que le gouvernement réagisse pour éviter la récupération des autres. Il était normal que le gouvernement réagisse pour éviter la diabolisation des uns par le ministre délégué. C'est une diabolisation, mais qui a un effet boomerang. Parce qu'accepter de donner ce pouvoir à ceux qui n'ont rien fait, c'est dire que le gouvernement auquel il appartient est imprévisible. N'est pas proactif
ne sécurise pas le fleuron de l'économie camerounaise. Ne respecte même pas les Camerounais. Je voulais dire, 4 le sur premier à 13, le dire. attendez, 4 sur 13, ce n'est pas négligeable. Pourquoi? Il se pourrait que les 9 nous amènent à l'équilibre de gestion, c'est-à-dire sans bénéfice, et nous avons notre bénéfice à partir des 4 qui sont gâtés. Donc, même si c'était 1, il faut faire attention, nous parlons économie. J'ai entendu tout à l'heure, il s'agit de gestion des risques. L'économie, l'élément majeur, c'est la gestion pour éviter les pertes et maximiser les chances de gagner. Évitons les oppositions là qui ne nous amènent pas vers la création de richesses pour rendre le Cameroun puissant, pour améliorer le mieux-être des Camerounais. C'est vers ça que vous devez aller chercher. Vous ne cherchez pas le pouvoir, je répète, pour enrichir une minorité qui demeure au pouvoir. Tout est politique au Cameroun. Il faut que les politiciens, et je propose qu'il y ait mort des partis politiques. Vous avez copié ça en Europe et vous êtes venu coller ici. Les élections se fassent d'après le village électoral, comme l'indiquait le professeur Gabriel Lem. C'est les élus là qui arrivent donc à l'échelle supérieure et élisent ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale, ceux qui gèrent nos institutions et parmi eux qui peut présider pour éviter des débats stériles. Il y aura la guerre des villages. Non, pas du tout, pas de guerre des villages. Vous élisez votre leader que vous connaissez, qu'il peut vous apporter le bien-être. Déjà, moi je ne comprends pas, je comprends pas ce qu'on appelle débat stérile autour de cette table depuis un moment. Moi je pense que je fais le constat que la situation est grave, parce qu'elle est grave, et que je constate qu'en face, on n'en est pas conscient. Et qu'on veut faire de la politique. Je pense que c'est ça. De deux, je pense que le rôle d'un parti politique, quand on a des gens au pouvoir qui nous ont menés ou ils nous ont menés depuis 36 ans, notre rôle n'est pas d'applaudir. Notre rôle aussi, c'est de dire, ça ne va pas. Et voici comment on pourrait faire mieux. Tout comme je ne comprends pas pourquoi dans un pays comme le nôtre, avec le marché qu'offre le Cameroun, en termes de produits pétroliers, qu'on n'ait qu'une seule raffinerie qui fonctionne depuis 1981. 38 ans, on n'a qu'une seule raffinerie. Il est d'autant plus urgent aujourd'hui qu'on ait une seconde raffinerie. Qu'on ait peut-être une troisième. Donc, je vous comprends. C'est vrai, voilà ce que je voulais dire. Dire sur un plateau où je suis... Non, ce n'est pas stérile, mais... Écoutez donc, quand vous dites que le problème est économique, moi je dis c'est un problème de gestion des risques. Ça tourne à quoi? Est-ce qu'en économie, on ne gère pas les risques? Ben si. Bon, donc, c'est ce genre d'entretien. Allez droit vers comment on va faire pour élever le niveau de vie des Camerounais. Vous proposez. Comment on va faire pour que le Cameroun devienne les États. J'ai entendu dire sur une table de télévision qu'aucun pays ne s'est développé au monde avec une langue étrangère. Et les États-Unis, l'anglais, c'est britannique, hein? Les États-Unis n'ont pas de langue nationale, s'il vous plaît. Mais je dis, c'est une langue étrangère qu'ils se sont développés avec l'anglais. Je sais pas quelle est la langue. Voilà, non. Jean-Marie, on est mal. Oui, Jean-Marie, sur l'impact environnemental. Oui, sur l'impact, mais permettez-moi quand même en 30 secondes de démontrer encore le clivage qu'on a au Cameroun. Et on a deux partis politiques, ou alors deux entités sociales qui ont récupéré le débat au Cameroun. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on est obligé de passer par le politique, on est obligé alors c'est ça qui fait la dynamique de la vie sociale. Les questions majeures sont toujours mis un peu de côté. Pour revenir sur les impacts de cet incendie, la Sonara, peut-être on va débuter par les impacts, ceux que je maîtrise le plus, ceux qui sont au niveau de l'environnement. Il faut dire qu'aujourd'hui, la base même de la Sonara, qui est proche de Batoké, là, pour ceux qui connaissent un peu Limbé, est très proche de l'eau, sinon même en bordure de mer. Et tout ce qu'on a eu comme émission de gaz ces jours-ci dû à cet incendie
va impacter fortement, même sur toute la flore déjà, même sur les eaux qui sont... C'est ça qui a fait en sorte que les populations puissent se effectivement, déplacer, ils se sont déplacés. Ils avaient peur que l'incendie ne puisse... Il faut déjà dire, selon l'avis d'un expert, qu'il y a même des exercices qui avaient été faits déjà depuis des années, donc ils étaient déjà prêts à ce genre... La population est préparée à ça. Déjà préparée à ce genre d'éléments. Mais là, moi, je voudrais bien poser la question, qui va... Parce que là, on ne parle que des cuves qu'on va monter, mais au niveau de la flore, de la faune qui est autour et même de toutes ces pollutions de l'eau, qui va s'occuper de cet aspect-là? Est-ce que la nature ne va pas reprendre ses droits? Non, la nature ne peut pas prendre ses droits parce que pour ceux qui vont souvent, je vais passer en publicité, au Club Sonara du côté de Limbé, l'eau n'est plus baignable, si je peux m'exprimer ainsi. Tout le monde se déporte à Kribi parce qu'effectivement, du côté de Limbé, tous ces derniers jours, pour se baigner au bord de la mer, ça devient de plus en plus difficile parce que l'eau n'a plus la qualité, sinon la saveur nécessaire pour le bain. Et quand on voit déjà tout ce qui s'est déversé de ce côté-là, vivement qu'on permette à certains experts, ça c'est un appel que je lance au niveau du gouvernement, qui permettent que, au-delà de l'enquête technique qui va être faite pour voir comment est-ce qu'on va monter les 4 cuves qui vont remplir les caisses de l'économie, il faut aussi qu'on prenne en compte cet aspect de l'écologie, de l'environnement, pour aussi permettre aux experts en environnement d'aller, sinon expertiser et voir ce qu'il y a lieu de faire pour que, comme vous pensez toujours que la nature reprend ses droits aujourd'hui, c'est plus aussi automatique évidemment, que cela. Donc, si on n'y a pas un certain accompagnement. Donc, bref, il y a un grand impact de ce côté-là. Mais je voulais aussi revenir un peu sur quelque chose qui, moi, m'a paru un peu bizarre, parce que je me suis retrouvé dans une boutique ce matin. Mon ami habituel, j'ai pas envie de donner sa nationalité, qui avait l'habitude de me vendre les choses à un certain prix, a voulu me le vendre plus cher en me disant que mais tu n'es pas au courant que l'essence a augmenté. Voilà. Je lui ai dit que Dieu merci que je suis journaliste et que je peux quand même te donner la bonne information. L'essence n'a jamais augmenté. Et ça, c'est encore au niveau de la population. Alors pourquoi je parlais de la communication? Oui, mais c'est la communication que les Luc Ndachwa font. Ils vont démontrer que tout est très il y a une certaine communication qui est en train d'être faite pour que, au niveau des produits de première nécessité, la surenchère soit effectivement fait. Et là, malheureusement, ça ne va pas aider le petit Camerounais moyen qui n'a pas l'argent d'aller dans les grands supermarchés, dont plusieurs qui débattent dans les clivages ont cette chance. Angèle Ndachwa, le ministre de l'eau et de l'énergie, dit que les prix, tout ça, rien ne va augmenter. Le pétrole lampant à la pompe, l'essence, le gasoil, le gaz domestique même. Vous êtes rassuré par cette sortie? Évidemment que si le ministre s'engage dessus, ça veut dire que les produits vont continuer à être hautement, je dis bien, hautement subventionnés, alors que si on avait notre Sonara qui fonctionnait de manière optimale avec les 200 milliards que l'on vient de mettre dans l'extension, on aurait fait beaucoup d'économies. Moi, je pense qu'il faut déjà rapidement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, faire un état des lieux sérieux, dire la vérité aux Camerounais et leur dire combien de temps cela prendra pour reconstruire la Sonara. Ok, merci. Je crois que ça a été dit. Hein. Oui, le ministre parle de 12 mois. Réhabilitation. Je vous en prie, on revient, merci. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Lundi, le 20h. Au menu ce soir, Cédric. Ce soir, vous suivrez des membres du gouvernement qui tentent de convaincre l'opinion publique sur les mesures prises pour rassurer en matière d'approvisionnement en produits pétroliers de façon continue sur le marché camerounais après ce grave incendie survenu à la Sonara, à Limbé, dans la région du sud-ouest. Le gouvernement qui écarte la thèse de l'attentat tel que projeté par des mouvements séparatistes anglophones. Réussira-t-il à convaincre à la fois les marketeurs dans le domaine du pétrole, mais également l'opinion nationale publique? Nous en parlerons ce soir, Serge Alain. Et vous le savez, le week-end a été marqué par ces manifestations pacifiques menées par des militants du MRC. La répression et l'interdiction de ces manifestations de l'opposition divisent la classe politique camerounaise. D'un côté, l'opposition dénonce la fébrilité de certaines autorités administratives, faux retorques des partisans du RDPC qui justifient l'utilisation de la puissance publique par les risques de velléité de troubles à l'ordre public. Et au-delà de ces manifestations, de ces défiances de l'autorité de l'État,
Comment comprendre ces multiples crises sociopolitiques au Cameroun? Vous suivrez ce soir les temps forts de l'intervention du professeur Jean Baïbek, médecin et UPCiste. Il critique l'attitude du gouvernement et propose la mise en place d'un dialogue national avec ses différentes articulations et l'enjeu pour l'avenir d'un Cameroun émergent, a-t-il fait savoir. Nous reviendrons sur ses propos, les temps forts de son intervention dans l'émission La Vérité en face. C'est à suivre dans le journal de 20h. Et nous vous présenterons également ce soir le programme de préparation des Lions indomptables. À 3 semaines de la CAN Égypte 2019, ils ont prévu de passer 2 semaines en Espagne et au Qatar. Quels sont les matchs amicaux qui sont prévus lors de ce stage préparatoire des champions d'Afrique? Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, vous avez donc le menu, l'essentiel du 20h que va présenter une fois de plus pour vous et pour nous, Cédric Nouffelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités. Angel-Bert Lebon-Dachua, Jean-Marie Onambele, Aaron Begeni avec et André Luther Meka. On va commencer avec vous, Angel-Bert Lebon-Dachua, 80 militants libérés. Votre sentiment déjà? C'est déjà quelque chose, on peut dire comme ça. Hein? 80 militants libérés sur plus de 400. On ne comprend pas toujours pourquoi les autres sont en détention. Et les premières informations que nous avons reçues et témoignages de nos 80 camarades libérés, c'est qu'ils ont fait l'objet pendant 2 jours d'un traitement ignoble et inhumain. On a une police aujourd'hui qui non seulement devient de plus en plus politique, répressive, mais on se retrouve face à des forces de l'ordre qui deviennent aujourd'hui des acteurs de la torture. Donc, comme quoi, nous revenons au Cameroun à ce qu'on a connu dans les années 40, 50. Et des gens prétendront aujourd'hui qu'ils nous ont apporté de la démocratie quand, dans un pays comme celui-ci, les gens n'ont même pas aujourd'hui la possibilité d'exercer ce qu'il y a de plus fondamental comme droit, c'est-à-dire le droit de s'indigner, le droit de marcher. Vous avez vu des images tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on voit? On voit des Camerounais qui marchent les mains nues, les bras levés. Et ce qu'ils reçoivent en conséquence, c'est une répression que personne ne peut expliquer. Personne ne peut expliquer ce type de répression en 2019. Vous savez, le MRC a toujours eu cette réputation d'être ce parti-là qui a décidé de faire de la politique autrement. Ce parti qui voudrait qu'il y ait le changement dans la paix au Cameroun. Et depuis 2012 que le MRC a été créé, on n'a jamais connu la moindre manifestation où un seul militant du MRC ait été accusé d'avoir cassé ou d'avoir brûlé. On ne comprend donc pas quelle est cette frilosité que les pouvoirs publics affichent chaque fois que le MRC annonce des manifestations pacifiques. Il n'a jamais été question d'autre chose. On n'a jamais connu le moindre débordement au cours de ces manifestations, mais on ne comprend pas pourquoi les forces de l'ordre réagissent avec une brutalité aussi extrême. Ok, Luther Meka, justement, il pose le problème. Pourquoi toutes les manifestations du MRC sont interdites? Commençons par là. D'abord parce que c'est un parti... On parle de marche blanche, marche pacifique. Pourquoi? Parce qu'à travers ces mots, on voit... J'ai même l'impression que l'objet de la marche a été escamoté. On parlait de plan de résistance. En fait, on ne peut pas faire un plan politique, on ne peut pas faire un programme politique sur les marches. Parce qu'il faudrait que ce soit important que les Camerounais comprennent que l'objet de la marche fait problème.
L'objet de la marche, c'est le plan de résistance, le hold-up électoral. C'est ça le plan. C'était ça l'objet de la marche. Et dès lors que le Conseil constitutionnel a dit le droit, un président a été élu, il a prêté serment, il n'y a plus lieu de faire les marches. Est-ce qu'on parle encore du hold-up? Mais ils ont parlé du plan de résistance. J'ai vu les affiches. Est-ce que sur les affiches, on parlait du hold-up? Mais il y a un jeu sur les règles du jeu. Il y a un jeu. Ne lui donnez pas la parole. C'est moi qui ai la parole. Oui, allez-y donc. Il y a un jeu sur les règles du jeu. Oui. Parce que moi, j'ai pris la peine de lire les motifs. toutes les affiches du MRC où on parlait du plan de résistance, du hold-up électoral. On ne peut pas faire des marches après que le Conseil constitutionnel ait dit le droit. On ne peut pas faire les marches alors qu'eux-mêmes, ils ont saisi la Commission des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où on a demandé les preuves de leur victoire et commence effectivement à vouloir empester les Camerounais. Parce que les Camerounais, chaque fois, ils m'interpellent, ils veulent la paix dans leur pays. Ils veulent la stabilité dans leur pays. Et on a l'impression que le MRC a fait toute une économie de la crise, a fait toute une, j'allais dire, une psychologie de la crise, de la sinistrose au Cameroun. Et au fur et à mesure, et je veux le dire à mon ami Ndacho, au fur et à mesure qu'ils foncent dans cet axe de communication, ils vont dans les rendements décroissants. Parce qu'ils vont faire la comptabilité. Au fur et à mesure qu'ils vendent les marches, alors que les Camerounais veulent s'occuper, sont ancrés dans les problèmes essentiels de leur vie, ils vont constater qu'au fur et à mesure, ils vont aller dans les rendements décroissants et ils vont se retrouver comme ils se sont retrouvés dernièrement avec moins de 20 marcheurs. Aaron Begeni, justement, le professeur Jean Baïbek disait dans l'émission Vérité en France, difficile d'arrêter les manifestations du MRC, c'est la Libye. Parce que tant que leur leader est toujours incarcéré. Le leader... Il faut libérer professeur Kamto pour que ça s'arrête. Pas du tout. Ah, on ne doit pas le libérer? Je ne dis pas qu'on ne doit pas libérer. Je dis que la libération du professeur Maurice Kamto n'est pas l'objectif final du MRC. Hein? Ce n'est pas l'objectif final. C'est un moyen, c'est-à-dire une ressource humaine. Mais ce que je veux dire... Avec la libération du professeur Kamto, les marches peuvent s'arrêter. Disons-le comme ça de manière plus simple. Non, je dis ça ne peut pas s'arrêter. Ah bon? Puisque l'arrestation du professeur Maurice Kamto résulte des marches. Oui. Comment sa libération arrêterait les marches? Je vous ai dit, tel que la société est organisée, il y a des gens qui gèrent déjà la République. C'est leur prêt. Il y a les partis d'opposition et l'un des partis, pour le moment le MRC, qui descendent dans le pré se battre avec ceux qui occupent la République, qui gèrent la République, pour les prestiges, pour les honneurs, et qui ont la main mise sur les ressources du peuple. Comment pourrez-vous envisager que ceux qui ambitionnent aussi accéder à la gestion puissent, parce qu'on a libéré l'un d'eux, ça s'arrêtera? Non. Moi, je pense que pour ceux qui sont au pouvoir, le MRC est allé dans leur brisée. Okay. Le MRC s'attaque à leur domaine. Et cela m'a renvoyé à la fable de Jean de La Fontaine, le loup et l'agneau. Pourquoi troubles-tu mon breuvage? L'organisation des marches, c'est comme si, pour les forces publiques... Qui est le loup, qui est l'agneau? Pour le moment, le loup paraît être la force publique qui arrête. Moi, je peux pas la force publique, laissez-moi parler. Ce sont des fables. C'est pour nous corriger. C'est pour nous corriger. Nous nous comportons, monsieur, nous nous comportons comme le loup et l'agneau.
L'agneau dit au loup, je voudrais seulement boire de l'eau. Je suis même loin de troubler Sa Majesté. Sa Majesté dit, pour rien au monde. Ok. Si ce n'est pas toi qui trouble, c'est le SDF qui a troublé hier. Et tu es sur les pas du SDF. Si ce n'est toi, c'est quelqu'un de tien. C'est ton frère. La Fontaine a peint cette situation avant que nous y arrivions. C'est ce qui arrive là. Et ça ne nous corrige pas. Nous nous comportons comme des animaux. Merci. Mais je ne peux pas arrêter là. C'est grâce à la descente du peuple à Athènes, dans la rue, que la tyrannie a été renversée. En d'autres termes, vous ne pouvez pas dire en préambule que les manifestations, les réunions publiques sont libres. Vous allez à l'alinéa 3, vous glissez, sauf sur autorisation. Il y a de la duplicité, il y a de la malice. Vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, juste une minute. Oui. On ne peut pas faire, dans une république, l'éloge et la culture de l'insurrection. Ceux qui veulent diriger le Cameroun sur l'éloge, sur la culture de l'insurrection, vont rendre le Cameroun ingouvernable. Ce que nous demandons, c'est le respect de la République et des normes. S'il y a un objet fiable, avec une caution morale, qui va permettre à ce qu'il y ait des marches, sans qu'il y ait des casses, sans qu'il y ait de la défiance aux autorités. Comment vous présumez qu'il y a des casses? J'ai encore la parole. Comment? C'est moi qui avais la parole. Moi j'ai encore la parole. Comment vous... Mais allez lire l'histoire du Cameroun. Toutes les marches au Cameroun ont été, n'est-ce pas? Nous aurions... Voilà, on vous a compris. L'UPC n'aurait pas réagi. Je vous en prie. Si je comprends bien. Je vous en prie, Aaron. Le jour où il y aura des casses, vous allez faire la merci, Jean-Marie, on a embellé. Les casseurs, je vous en prie. Quand il y a casse, on arrête les casseurs. Ok, merci. Marcher, on vous a compris. Pour manifester dignement, n'entraîne pas les casseurs. Quand on arrête les casseurs, on vous a compris, les casseurs payent. Merci, on vous a compris. Merci. Sylvain, je vous en prie, Aaron. Sylvain Hippolyte. De culpabilité. Ou alors la présomption d'une naissance devient la présomption de culpabilité. Bonsoir Serge Alain. Sylvain Hippolyte Zango. Bonsoir. Votre plateau ce soir nous rappelle la finale de la Ligue des champions africaine disputée le week-end dernier entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis. Véritablement des échauffourées sur l'aire de jeu, mais bon, heureusement, il n'y a que des gentlemen sur votre plateau. Alors, nous allons parler de football. Ce soir, nous parlerons de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes ce lundi à jour J, moins 18. Le Cameroun jouera son premier match le 25 juin prochain à Ismaïla contre la Guinée-Bissau. Des retrouvailles et Clarence Seedorf et la Fédération camerounaise de football ont rendu public depuis ce lundi le programme officiel de préparation de l'équipe nationale de football du Cameroun. Dès demain mardi donc, Seedorf et ses 37 joueurs seront à Madrid, en Espagne, pour démarrer ce stage préparatoire avec, à la clé, un match amical contre la Zambie le 9 juin, juste avant de mettre le cap sur le Qatar pour la suite de ce stage de préparation. Et au Qatar, les Lions joueront toujours en amical contre le Mali avant de revenir au Cameroun prendre le traditionnel bain de foule juste quelques jours avant leur départ pour Ismaïla en Égypte pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il n'y a pas que cet événement qui concerne le football camerounais. Il y a également une date importante pour la FECAFOOT le 7 juin prochain. La Fédé l'a annoncé ce lundi également. Elle signe officiellement son contrat avec le nouvel équipementier de l'équipe nationale de football du Cameroun le 7 juin prochain à Montpellier en France. C'est le coq sportif, faut-il le rappeler. Et les Lions indomptables qui vont être dans la ville de Montpellier pour jouer la phase finale de la Coupe du monde de football féminin seront donc présentes lors de cette cérémonie signature de contrat. D'ailleurs, ce sont les Camerounaises qui vont inaugurer les équipements avec l'effigie de le coq sportif pour la FECAFOOT. Et le coq sportif, c'est un honneur et la preuve que les deux instances se préoccupent du développement du football camerounais. Nous parlerons aussi du football sur le plan local avec les playoffs qui se poursuivent, fortune diverse pour plusieurs clubs, playoff top et playoff down. Beaucoup de clubs devront arracher soit leur titre
de champions ou leur maintien dans leurs différents championnats respectifs lors de la 5e et dernière journée qui sera sans doute programmée le week-end prochain par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et pour en parler ce soir, 2 acteurs de football importants. L'un est jeune, il n'a que 23 ans, Franklin Wadja. Il est milieu de terrain du FC Lorient, c'est en Ligue 2 du côté de la France. Et un entraîneur de football qui sera avec nous sur ce plateau ce soir. Voilà le menu de cette édition de 100% Foot. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, retrouvez donc Sylvestre Hippolyte Zangaou et toute la Dream Team de sport Equinox Télévision dans 100% Football. Aaron Begeni, on s'est calmé, ça va maintenant? On peut passer la parole à Jean-Marie Onabelé aussi? Non. On lui passe pas la parole? Non. Non? Ok, non, moi je vais lui passer. Jean-Marie, dites-moi, il y a Pimaï, camarade de Meka, du RDPC, qui dit comprendre la démarche du MRC. Il dit comprendre la démarche du MRC, mais souhaite qu'il y ait un peu de retenue. Je vais peut-être abonder dans son sens. Et tout d'abord, en tant qu'acteur de la société civile, moi, je milite pour les libertés publiques. Oui. Dans les libertés publiques, effectivement, il y a la liberté d'exprimer ce qu'on a dans le cœur et de dire, effectivement, ce dont on a envie pour sa nation. Maintenant, ça peut s'exprimer de diverses manières. Ça peut être par des marches, ça peut être par des pamphlets ou alors des notes ouvertes dans les journaux. Il y a plusieurs méthodes pour exprimer. Mais seulement, il faut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la notion de liberté publique est un peu galvaudée. Parce que, vous voyez, même quand on parle de grève, aujourd'hui, la notion de grève, dans la sémantique grève, dans la tête du Camerounais, pour lui, dès qu'on dit il y a grève, il y a forcément déjà des exactions, des casses, donc c'est toute cette... Je ne vais pas utiliser les gros mots pour faire simple, pour que les spectateurs me comprennent. C'est tous ces termes qui tournent autour des libertés publiques qui amènent souvent certaines personnes à croire, parfois, dès qu'on veut manifester, on veut exprimer sa liberté de penser, de voir qu'il y aurait peut-être des exactions qui sont préparées derrière. Maintenant, il faut déjà laisser les uns et les autres exprimer la liberté, et que ceux qui veulent exprimer la liberté aussi de temps en temps voient comment ils peuvent être entourés par certaines actions qui peuvent plus ou moins garder la dignité ou alors les normes de la République. Parce qu'il faut le dire, moi, personnellement, je le dis à Mondovision, le professeur Kamto, je l'ai beaucoup lu et je l'ai beaucoup apprécié. Il est même un des rares Africains à avoir écrit un livre sur les droits de l'environnement en Afrique. Et vous voyez qu'il est précurseur dans ce domaine-là. Mais malheureusement, autour du professeur Kamto et autour de ce qu'on peut appeler le mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui, on a plusieurs acteurs formels, informels. Parfois, tu discutes avec un, tu lui demandes si tu as même la carte du MRC. Tu ne sais pas s'il a la carte. Et c'est eux-là qui sont en danger pour ces partis politiques qui, au départ, je vous jure, le professeur Alain Foguet, en 2008, dans un forum qu'on avait organisé pour les jeunes, on l'a invité une première journée, on l'a réinvité une deuxième journée parce qu'il paraissait très, très intéressant. Mon père Lazare Swap, qui est à la 3e, que je fréquente énormément, pour moi, c'est des personnalités. Je ne vais pas parler du professeur Kamto lui-même, mais autour donc de ce parti et même de ces personnalités que j'ai citées, s'agrègent plusieurs entités qui plus ou moins commencent à poser problème. Et c'est eux qui à un moment font que même la population a parfois peur quand on parle de grève et qu'on voit les... Je vais avoir justement le sentiment d'Angelbert sur cette vue du Jacques Bimaï. Il dit comprendre votre démarche, mais souhaite qu'il y ait un peu de retenue. Angelbert. Bon. Oui, avant toute chose, je vais d'abord dire à M. Meka qu'il soit rassuré. Qu'il soit rassuré. Je pense que le message qu'il veut faire passer au peuple camerounais, c'est l'élection est terminée, on passe à autre chose. Non, M. Meka, c'est loin d'être terminé. Vous savez, le Conseil constitutionnel n'a que la compétence de ses compétences, mais n'a pas la compétence des compétences. Je peux vous rassurer, l'après-élection présidentielle au Cameroun est loin d'être terminée. Nous sommes patients, nous allons continuer à résister de manière pacifique et nous allons utiliser tous les moyens de droit que le droit nous offre. Malheureusement, c'est vous qui avez ratifié différents traités internationaux. Vous allez répondre devant nos partenaires internationaux, rien de plus. Et en plus, quand vous dites
Mais c'est terminé, passons. Vous savez qu'il y a une figure de ce pays classé héros national qui s'appelait Ernest Ouandié. Vous savez en quelle année il est mort? Il est mort en 1971. Pourtant, 11 ans auparavant, nous avions déjà été indépendants. Tout le monde lui disait, non mais on est déjà indépendants. Il faut qu'on tourne la page. Il a passé 11 ans à continuer à lutter pour demander une véritable indépendance. Nous continuons aujourd'hui à lutter, résister, parce que nous allons pouvoir démontrer avec les moyens de loi que l'élection de M. Biya le 7 octobre 2018 était une élection volée, truquée, entachée de nombreuses irrégularités. Aussi simple que ça. C'est notre rôle de politicien. Et encore, vous devriez aujourd'hui féliciter le MRC, comme je dis toujours, qui reste encore, pour l'instant, un parti de paix. Vous n'allez pas pouvoir nous diaboliser. Ça ne marchera pas, parce que nous ne le sommes pas. Merci. Vous voulez dire non, juste un mot, parce qu'on arrive au on ne peut pas prétendre d'avoir gagné et aller supplier avoir les procès-verbaux chez le président Joshua Aussi, chez le président, le premier secrétaire Matomba. Vous pouvez continuer à raconter ce que vous racontez. Je suis informé de ces démarches. C'est pour ça que je ne vous prends pas au sérieux. Vous n'avez pas gagné, c'est tout. Vous pouvez continuer à raconter ce que vous racontez. La suite nous prouvera. Ok, merci. Malheureusement, on n'a pas parlé des Lions. Hein. On va parler des Lions. On a parlé des clivage. Oui, voilà. Le clivage est fini, tu ne veux pas gagner. Voilà, merci malheureusement. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, madame, monsieur. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à la fois à Ngoumou et à Photo. Nous sommes dans le département de la Meufouakono et dans la Menace.